Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Prévention, le podcast où on parle de santé, sécurité au travail et de sécurité routière, le tout propulsé par Via Prévention. Vous allez remarquer que dans cet épisode-là, je suis seul avec l'invité du mois. C'est que mon collègue Julien Lavoie-Leblanc est parti de ses propres ailes vers une carrière de travailleur autonome. Je remercie Julien d'avoir collaboré avec moi à ce projet-là pendant 2 ans parce que ce podcast-ci va célébrer en fait les 2 ans de Balado Prévention. Je lui souhaite tout le succès qu'il mérite là, dans ses projets futurs. Et je voulais vous remercier, vous, chers auditeurs, en fait, d'être aussi fidèles, de nous écouter mois après mois à Balado Prévention. On a reçu quelques suggestions d'invités, on reçoit quelques commentaires aussi d'appréciation. Je vous remercie grandement. Et encore là, pour nous aider aussi, n'hésitez pas à aller liker les pages Facebook de Via Prévention pour démontrer votre support et de vous abonner à la chaîne YouTube et au podcast sur les applications mobiles là, Apple Podcasts ou Google Play. Aussi, je me dois de vous parler de notre colloque annuel qui va avoir lieu en novembre prochain au titre de « Ça va bien la tête ». C'est en fait les thématiques de ce colloque-là vont être le stress, le retour au travail, la santé psychologique en général. Ça va avoir lieu au Centre des congrès Renaissance à Montréal le 20 novembre prochain. C'est toute la journée. Pour plus de détails, allez au viaprévention.com. Pour les inscriptions, ça va se faire également en ligne. Et sinon, vous pouvez nous contacter, là, vous pouvez appeler au bureau et ça va nous faire un grand plaisir de vous donner plus de détails à ce sujet-là. Sur ce, débutons l'épisode de ce mois-ci. Je vais faire ça un petit peu différemment. Je vais essayer de deviner de qui je parle en mentionnant son CV. Là. Okay. Il a une maîtrise en sciences de l'activité physique. Il le dira pas, mais il a eu un prix là-dessus. Sur ma maîtrise? Ouais. J'ai vu que tu avais eu un prix. Pas sur la maîtrise en tant que tel, sur un projet qui était lié à maîtrise. Mais oui, il y en a un. J'ai mal dit. Il est propriétaire et entraîneur chez Momentum HV, qu'on va aborder là, amplement aujourd'hui. Il a également un podcast qui s'appelle le Momentum Show. Allez écouter ça, c'est vraiment bon. Nice, merci beaucoup. De qui je parle? C'est Monsieur Alexandre Busque. Bonjour. Merci Samuel, merci beaucoup de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Dans l'épisode du mois précédent, on a reçu Mathieu Bouchard, on a parlé d'alimentation. Là, je pense que ça faisait du sens d'amener quelqu'un qui se spécialise en sport, en activité physique. Mm-hmm. Avant un lien peut-être avec là, la présentation que j'ai faite là, sur notre colloque, nous autres, on va parler de santé mentale. Est-ce que les gens qui vont te voir pour se remettre en forme ont un objectif d'être bien dans leur tête quand ils vont te voir? Officieusement ou officiellement? Je sais pas. Non, officiellement, je te dirais non. Il n'y a jamais personne qui va rentrer dans un bureau en disant « Écoute, je veux me sentir mieux mentalement. » Mais c'est tellement un side effect. Là, c'est une toute autre conversation. Là, mais c'est tellement un side effect puissant de l'entraînement et de l'activité physique que souvent... Là, j'ai pas de chiffres là-dessus, j'ai pas de données, j'ai rien, mais selon mon humble avis puis les quelques années que je fais comme entraîneur, c'est souvent une des raisons qui va accrocher le monde plus que leur objectif en soi. C'est comme le sentiment de bien-être qui est apporté par ça. Tu sais, ça, c'est particulièrement puissant. Puis c'est un des trucs les plus validés sur l'activité physique, là, c'est son effet sur la santé mentale, là, sur les crises de dépression. En général, les gens qui bougent plus sont associés à des risques dépressifs un peu plus bas, puis à une meilleure santé mentale overall. Tu sais, fait que c'est vraiment, vraiment... définitivement un des effets les plus négligés et les plus puissants de l'entraînement, pour vrai. Là. C'est pas un cliché. Là. Non, c'est mesuré. Là. Okay. C'est scientifiquement mesuré que ça a des effets positifs. C'est absolument pas mon expertise, mais ouais, définitivement. Là. OK. Momentum HV. Mm-hmm. Il veut dire quoi, le HV? C'est la question que tout le monde me pose, man. Puis j'ai tellement inventé plein d'histoires là-dessus que c'est plus rendu une joke de le dire au bon. C'est quoi, mettons, la plus funky que t'as sorti comme raison? Ou définition de HV? Non, c'était un de mes amis au gym sur le fly, puis
C'est un gars vraiment curieux, en fait. Là. Je vais faire un petit shout-out, c'était Phil. Phil Baudouin au Snitch Performance, où est-ce qu'il me demandait c'était quoi, puis tu sais, j'ai dit, ah man, je pourrais te le dire, mais tu sais, ça gâcherait plein d'affaires. Puis j'ai bâti une grosse histoire via vraiment faire une grosse anticipation, puis vraiment comme monter trop haut ces niveaux d'attente via c'était quoi le HV. Puis ça avait commencé avec une histoire d'un gars qui m'avait prêté de l'argent pour ma business. Puis que là, je pouvais comme plus cacher ça parce que le gars avait été pogné dans plein d'histoires de crimes organisés. C'est pas vrai. Il n'y a absolument rien qui est lié avec ça. C'est un gros mensonge. Puis après ça, j'ai juste avoué que Momentum HV, c'est Momentum habitude de vie. C'est vraiment juste ça, malheureusement. Mais c'est l'histoire la plus fuckée. Ça a été une semaine d'attente avec Phil pour finalement apprendre que je l'ai bullshité Day One par rapport à ce que c'est réellement. Là, il voyait que tu pouvais être quelqu'un de dangereux. Ouais, là, c'est ça. Mais bon. Puis c'est quoi le genre de clientèle que tu as ou avec qui tu travailles dans le cadre de Momentum HV? Ma clientèle cible, c'est vraiment du monsieur, madame, tout le monde, sérieusement. C'est vraiment avec ces gens-là que j'aime travailler. J'aime ça dealer avec du monde qui vont rentrer au gym, qui vont être... que la vie se passe à l'extérieur de ce qui se passe dans une salle d'entraînement. T'sais, ils arrivent brûlés, il va falloir que tu t'adaptes, ils ont mal dormi, l'enfant a pleuré toute la nuit, ils ont passé une grosse journée à job, ils ont juste besoin de se défouler. Comment est-ce que tu peux adapter ton véhicule, l'entraînement, pour ces populations-là, pour qu'ils puissent vraiment passer une bonne heure dans leur journée, puis que ça... C'est un peu con, mais c'est un peu en lien directement avec ce qu'on parlait au début, avec la santé mentale. Comment est-ce que tu peux utiliser l'activité physique comme cataclysme pour déclencher d'autres affaires positives plus tard dans ta vie, t'sais. Fait que monsieur, madame, tout le monde, j'ai vraiment la vision, puis je pense sincèrement que ça devrait être ça pour eux. Ça devrait être un moyen d'upgrader les autres sphères de ta vie, que ça devrait être un médium pour vivre mieux, tu sais. Que ça devrait pas tant être un « alright fine, comment je fais pour me ramasser avec des biceps de 17 pouces, comment je fais pour perdre 30 livres », tu sais. Tu prends des side effects puis tu les généralises comme raison pour lesquelles tu devrais faire ça. Puis je pense que c'est absolument pas ça parce que oui, il y a la santé mentale, il y a juste des petites choses simples genre vivre plus vieux, vivre plus longtemps, avoir une meilleure qualité de vie en général plus tard, tu sais. Fait que c'est un problème quand tu prends des trucs qui sont fondamentalement humains, genre les bien-être de bouger, puis que tu généralises à une élite de la population. Genre que tu vois, OK, c'est juste les gros bodybuilders dans les salles d'entraînement ou je peux pas aller m'entraîner dans le gym de CrossFit. Il faut que tu sois en shape avant d'aller au gym. C'est le truc le plus retardé que tu peux dire à un entraîneur. Un entraîneur te dira pas ça, mais c'est totalement retardé puis ça fâche la majorité des entraîneurs quand tu leur dis ça. Ouais. C'est comme si tu disais, man, je vais attendre d'avoir 6000 caries avant d'aller voir un dentiste. T'es comme, ouais, tu peux peut-être y aller quand ça commence à te faire mal puis tu sais que la situation dégénère. Tu peux peut-être faire ça. T'es pas obligé d'attendre de te rendre à l'autre extrême. T'sais. Puis, en tout cas. Mais c'est des habitudes de vie à ce moment-là, ça va comprendre quoi dans tes interventions? Ça, c'est un débat vraiment au niveau scientifique, je te dirais. Là, ça devient difficile de dire qu'est-ce que vraiment toutes les habitudes de vie. Pour des raisons de simplicité, généralement, on va les regrouper sur, même dans mon étude, puis dans la majorité des études qui sont faites sur des populations, plus en termes de santé publique. Là, généralement, on va les séparer en 3 parties, activité physique, alimentation, puis autres habitudes de vie. Puis là, dans autres habitudes de vie, là, tu vas plugger sommeil, tu vas plugger gestion du stress, tu vas plugger toutes ces affaires-là un petit peu plus. Là. Mais sans vouloir parler du portrait au complet, là, je te dirais que généralement, gestion du stress, sommeil, activité physique, alimentation, tu vas pas mal chercher l'ensemble de l'œuvre, là, mettons. Il en manque peut-être une coupe, puis il y a peut-être certains types de personnes qui vont aller chercher d'autres aspects. Là. Mais pour la majorité du monde, tu as le portrait global là, avec ces 4 affaires-là. Là. OK. J'avais vu justement, par rapport à ta recherche, tes études que tu as faites, un tiers à peu près des gens étaient considérés comme en embonpoint ou obèses. Est-ce que c'est des genres de stats qu'on peut replacer un peu même à la grandeur de la population québécoise? Moi, généralement, là, c'est drôle que tu me poses cette question-là. J'ai déjà été tellement à jour sur ces stats-là. Genre, je pouvais te sortir comme ça. Puis là, ça fait longtemps. Là, c'est mon mémoire de maîtrise que tu as en ce moment que tu as eu? Ouais. Ça fait longtemps, là, je pense que c'est 2016, si je me trompe pas. Mais ouais, c'est un phénomène. Ça bougerait-tu déjà depuis, mettons, 3 ans, les proportions... Comme on s'en est parlé un peu tantôt, je suis une drama queen, fait que ça, c'est quelque chose qui vient me chercher particulièrement, mais une des plus grosses influences en entraînement, pour l'alimentation, dans la vie, c'est Maxime Saint-Onge, Dr. Kin. Puis j'ai eu cette conversation-là hors micro avec Maxime, où est-ce qu'il disait que la majorité des grosses menaces à l'humanité, c'est les grosses affaires qui menacent l'humanité de manière populationnelle, généralement, peut-être outre le cancer, parce que le cancer, c'est très, très
c'est dur à regrouper dans une catégorie. Il y a beaucoup de Ouais. types de cancers, beaucoup de variantes, beaucoup d'affaires, fait que c'est dur à tout plugger, là. Mais outre ça, la majorité des grosses attaques à l'humanité, on est capable de les régler d'un point de vue santé en dedans de 50-60-ish ans de recherche, quelque chose Ok. comme ça. La seule qu'on étudie depuis à peu près aussi longtemps que ça, qu'on n'a même pas réussi à ralentir, c'est l'obésité. Au mieux, on l'a stagné. Au mieux. Fait que c'est l'année passée ou en 2017, il y a eu pas une augmentation des taux d'obésité, puis c'était une victoire en termes de santé publique. Ouais. Là. Fait que tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est en train... On peut tomber dans une conversation fataliste puis un peu plus intense, mais c'est vraiment... Ça devient une attaque à l'humanité. Là. Ça pourrait clairement être la fin de l'humanité, cette affaire-là. Autant qu'il y a il y a des éléments comme la cigarette qu'on a identifié comme vraiment du mauvais côté, là, du côté sombre. Là. Ouais, exact, c'est ça. L'obésité, c'est... Ben, justement, il y a un peu un côté nihiliste de Vegas, la vie est comme ça. Hein? il va se passer... Il y a quelque chose de plus profond là-dedans, je te dirais, là, puis c'est pas tant lié avec ce que je voulais dire aujourd'hui, mais... Si tu as survécu, si toi tu as survécu, si les gens qui écoutent ont survécu à l'évolution, c'est qu'ils ont un système énergétique qui est très, très, très efficace pour garder l'énergie. Okay. À savoir que notre système énergétique a à peu près... Ben, il a évolué, évidemment, mais il est encore très, très similaire à ce qui était à l'époque des cueilleurs puis des chasseurs. Okay. Où est-ce qu'on courait 10 km après notre bouffe. Fait qu'on a des systèmes énergétiques qui sont très, 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 très efficaces pour conserver l'énergie. À savoir que dépenser de l'énergie, c'est très, très, très difficile, mais on est très, très efficace pour assimiler de l'énergie. Fait que c'est un système qui, dans un temps de famine, c'est un avantage phénoménal. Ça augmente tes chances de survie. Mais quand l'environnement switch complètement, quand on n'est plus dans un monde où est-ce que la bouffe est rare, où est-ce qu'il faut que tu cours après ta bouffe, il faut que tu sois très actif dans ta journée par survie. Parce que l'activité physique, à la base, c'est ça. Là. C'est pas quelque chose genre, OK, je vais aller au gym 30 minutes. Là. T'es censé être actif pour vivre. Sinon, ta vie va être menacée. C'est à cette époque-là que notre système énergétique a été développé. Ben là, on prend ça puis on se ramasse dans un environnement où est-ce que toutes les conditions sont switchées complètement. Là. On est de moins en moins actif, puis la bouffe est de plus en plus accessible. Puis on est dans une ère d'abondance de nourriture. Fait que tout ce qui nous a permis de survivre est en train de se revirer contre nous. Au sens propre de la chose, tu sais. Je vois Wall-E en t'écoutant parler, là, le film Wall-E, là, le petit robot. J'ai pas vu Wall-E, man. Il faudrait que j'écoute Wall-E. Ma blonde, elle trippe sur ces affaires-là. C'est exactement ça, où les gens habitent dans l'espace, mais ils ont tellement de technologie que là, ils n'ont plus besoin de marcher. Ils n'ont plus besoin de... toute la bouffe est sous état liquide. Exact, c'est ça. Et là, c'est des gens, ils sont immenses, plus personne ne sait marcher, ils savent plus ce qu'est une plante parce qu'ils sont toujours à l'intérieur. Exact, c'est ça. Puis tu sais, là, t'as clairement l'aspect humain où est-ce que ce système-là est fait pour notre survie. Fait que c'est fondamentalement ancré en nous. Ça, c'est la première affaire. Puis c'est l'idée que les environnements dans lesquels on évolue, le comportement humain est dicté jusqu'à un certain point, pas essentiellement, mais fortement influencé par l'environnement dans lequel il interagit. Tu sais, c'est un fait. Là. Je veux dire, si tu te tiens avec des personnes... C'est bien rare que tu vas avoir un entourage très, 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 très actif puis que tu vas avoir des mauvaises habitudes de vie. Parce que généralement, ton entourage va te tirer dans une direction. Il y a des phrases très, très clichés, genre t'es l'entourage des 5 personnes avec qui t'es la somme de ça ou t'es la moyenne de ça, mettons. Là. Mais tu sais, reste le fait que ton entourage immédiat va fortement t'influencer au niveau social, mais aussi au niveau physique. Fait que quand on tombe dans un monde où est-ce qu'on bouge de moins en moins puis que c'est la société qui dicte ça, genre les méthodes de transport deviennent de plus en plus efficaces, genre il y a de moins en moins d'air marchable, tous ces trucs-là, bien évidemment, ça a un impact sur ton comportement. Ça rend l'adoption du comportement X, mettons qu'on prend être actif ici, beaucoup, beaucoup plus difficile. Fait que tu as vraiment plein d'éléments qui sont en train de se retourner contre nous pour tranquillement causer notre perte, à moins qu'on agisse là-dedans, tu sais. OK. On va essayer de ramener ça un peu plus positif, là. Non, mais il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup d'affaires à faire, mais c'est que moi, ça me fait mourir quand tu vois des gens qui arrivent avec des... Il y a définitivement des trucs à faire. Il y en a beaucoup des trucs à faire, mais tu sais, c'est important que quand on parle de ça, qu'on cerne le problème dans son entièreté. Qu'on fasse pas juste faire « OK, fine, man, bouge plus, mange moins. » T'es comme « Ah non, c'est vraiment, vraiment plus compliqué que ça. » Puis ça va être difficile de plus bouger. Tu vas avoir des efforts conscients à faire. Mais il y a des façons de le faire, tu sais. Okay. Puis, encore là, je vais revenir à ton étude, mais je voyais que même des gens qui peut-être ont des bonnes habitudes de vie, qui mangent bien, qui font quand même de l'activité physique, qu'il y a des situations, puis là, je vais reprendre le terme freshman 15. Ouais. Que, si je vais essayer de paraphraser, mais c'est des nouveaux étudiants qui arrivaient à l'université, qui prenaient 15 livres
parce qu'il arrivait dans un nouvel environnement. Moi, je m'imagine quelqu'un qui rentre dans un nouvel emploi ou qui a une promotion puis son poste change. Ce principe-là doit se retrouver un peu partout. Fait que même si on est déjà en forme, si on est déjà, je pense, on est déjà quand même sur la bonne track, il faut travailler à garder ça sur un long terme, non? Ça ramène un peu à la conversation qu'on avait un peu avant. T'sais, les Freshman 15, nous autres, on regardait si ce phénomène-là existait dans des universités plus francophones ou québécoises, parce que c'est un phénomène qui est très, très validé aux États-Unis. Mais le problème aux États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas de cégep. Fait que, quand tu passes... Ils arrivent beaucoup plus jeunes avec ça. Fait qu'ils ont moins de responsabilisation, ils sont moins vieux, ils ont moins eu le temps d'apprendre les bases de ces affaires-là. T'sais. Mais c'est exactement cette idée-là. Qu'est-ce qui se passe, c'est que tu prends quelqu'un X qui évolue dans un environnement chez ses parents, puis après ça, tu l'amènes dans un autre environnement où est-ce qu'il doit apprendre à vivre. Comment est-ce que ça va affecter, tu sais. Puis c'est un peu ça l'idée de la maîtrise qu'on avait, nous autres, c'est est-ce que les environnements, parce que nous autres, on l'a fait avec les étudiants, est-ce que les environnements étudiants sont propices ou non à la perte de poids ou la prise de poids? Okay. Fait que tu sais, c'est pas tant... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est pas tant une question de tu peux perdre du poids ou prendre du poids indépendamment de tes habitudes de vie. C'est que ton environnement va fortement moduler tes habitudes de vie. Okay. Fait que tes habitudes de vie vont changer, ce qui va mener à un gain de poids potentiel. T'sais. Fait que c'est pas indépendant l'un de l'autre. Là. OK. Est-ce qu'on est capable de distinguer, y a-t-il une différence à faire entre le sport, l'entraînement, l'activité physique? Quelqu'un qui ne bouge pas, qui dit « OK, là, il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que je me mets à faire du sport? Je m'entraîne? » Il y a des grosses différences, sérieusement, entre l'entraînement, le sport et l'activité physique. Entraînement, sport, un petit peu moins. Puis la ligne va peut-être être un petit peu moins claire. L'activité physique, c'est pas compliqué. C'est toute contraction qui est produite par un muscle. Fait que si tu te brosses les dents, c'est de l'activité physique. Fait que n'importe quoi qui va bouger ou créer une contraction musculaire est considéré comme l'activité physique. Okay. L'entraînement, c'est quand tu prends de l'activité physique puis tu la structures dans une direction précise. Fait que, mettons, je vais courir. Je te donne un exemple. Mettons, je vais courir pour le fun. J'ai pas vraiment d'attente avec ça. Je veux juste courir pour courir. C'est de l'activité physique. Tu vas courir parce que tu as un 21 km qui s'en vient au mois de juillet. C'est de l'entraînement. Puis si tu compétitionnes en marathon, ben pas nécessairement en marathon, mais si tu compétitionnes dans une discipline, là, ça va être un sport. OK. Fait que la séparation est un peu plus là-dedans. Mais ce qui est vraiment intéressant avec cette idée-là, c'est que la majorité des gens restent collés sur l'entraînement, mais ils n'ont pas vraiment besoin d'entraînement, ils ont besoin d'activité physique. Puis c'est là que le switch devient vraiment important parce que, indépendamment du poids, qui est en augmentation comme on a parlé tantôt, indépendamment de bien des affaires, un des problèmes majeurs de santé publique, c'est la diminution de l'activité physique. Fait qu'on est moins actif qu'on était par rapport à avant. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un énorme problème. Là. T'aurais-tu un barème, mettons, pour ceux qui nous écoutent, dire savoir est-ce qu'ils sont on pourrait les classer comme actifs ou inactifs? Y a-tu un nombre d'heures, un nombre de minutes par semaine, mois qu'il faut faire? Ouais, il y a des recommandations par heure, mais il y a plusieurs concepts là-dedans qu'il y a une séparation à faire. Je te dirais, la première, c'est être actif, être sédentaire, puis il y a beaucoup d'affaires. Tu pourrais t'entraîner à toutes les heures, 1 heure par jour, à toutes les heures. Puis si tu es vraiment inactif dans le reste de ta journée, fait que tu bouges pas assez, tu serais quand même considéré comme étant sédentaire, même si tu es entraîné 6 fois 1 heure. Fait que c'est vraiment plus... Pour du monsieur, madame, tout le monde, l'entraînement est un plus non négligeable. Tu sais, ça a un paquet d'effets positifs, mais ce qui va avoir le plus d'impact, c'est d'être actif dans une journée. Fait que là, ça ferait plus de sens d'y aller avec un nombre de pas ou, mettons, tu sais, les Fitbit ou les mesures d'accélérométrie sont de plus en plus populaires. Là. Je te dirais, même si 10 000 pas, ça sort un peu de nulle part, on se rend compte que c'est pas mal à partir de là que les gens commencent à avoir des bénéfices. Okay. Fait que si t'as pas 10 000 pas dans une journée, t'es probablement pas assez actif. C'est assez safe de dire ça. Puis encore là, quand on dit ça, les gens capotent sur le 10 000. Là. Ils sont genre, OK, je fais pas 10 000 ou je fais 8 000, je suis trop loin, je sais pas. C'est pas tant le standard qui est important, c'est où tu te situes via le standard. Tu sais, si t'es à 9 000, probablement que c'est pas si grave que ça. Si t'es à 2 000, tu sais que t'es foutument loin par rapport au standard. Fait que là, on a un gros problème. T'sais. Puis encore là, dépend de l'organisation de ta journée ou de ton travail. Là. J'imagine quelqu'un qui est un magasinier, il travaille dans un entrepôt, puis il pique des boîtes, puis il met ça sur des palettes, puis sa job, c'est marcher d'un entrepôt à longueur de journée. Ces gens-là ont généralement vivent plus vieux, normalement. Puis, tu sais, lui, il a pas, s'il fait pas son jogging le soir, mais peut-être qu'il peut dire, ben, lui, il irait juste s'entraîner. Ma job m'amène cette activité physique-là, un peu comme les gens de la construction. Exact, les gens de la construction qui sont hyper actifs, toutes ces affaires-là. Tu sais, c'est des affaires qui sont super importantes de considérer aussi, c'est de voir qui t'es comme personne. Là. Fait que, tu sais, il n'y a pas vraiment de réponse unique dans ces affaires-là. C'est super important, tu sais. Moi, j'aime bien l'exemple des fermiers. Là. Un fermier, il n'a pas besoin d'aller au gym.
le soir. Il y a pas... Moi, j'entraîne beaucoup de fermiers. Mes meilleurs clients sont des fermiers. Ouais. My Fun God, fact, là. ils travaillent déjà à longueur de journée. Ils sont raides comme des bars. Puis... Mais eux, ils vont aller chercher d'autres bénéfices à faire ça, qui sont peut-être les gens qui t'écoutent, qui viennent probablement du monde routier, sont peut-être intéressés parce que souvent, ils ont peut-être moins des jobs physiques un peu, là, mais restons dans l'aspect fermier, pardon. Là. Mais eux viennent chercher un autre bénéfice qu'ils n'ont pas. Tu sais, je travaille... En fait, je vois normalement un fermier à tous les jours. En tout cas, j'ai minimum un fermier à tous les jours dans toutes mes affaires que je coach. Ce qui est plus que la moyenne des gens, je pense. Ce qui est très drôle, là, c'est fun fact là-dessus. Là, il y a un temps dans ma vie où est-ce que je me suis dit, merde, j'aimerais ça rencontrer des fermiers parce que je ne connaissais pas. Puis je voulais voir comment ça se passait sur le terrain, l'alimentation. Puis j'ai comme été surexaucé. Tu sais, je vois un fermier. Puis c'est des gens que j'aime beaucoup parce qu'ils ont généralement une drive de travail phénoménale. Là. Les horaires de fermiers, là. Tu sais, le monde, moi, ça me fait capoter le monde qui n'achète pas local juste à cause qu'ils ne connaissent pas à quel point être fermier, c'est difficile. Si tu irais passer une journée dans une ferme, tu achèterais local pour le reste de ta vie. Sérieusement, là, c'est des grosses conditions. Ils sont dedans en ce moment, ils sont dans leur récolte, même s'ils sont un peu en retard cette année à cause de la météo. D'autres, c'est du 12 heures par jour non-stop, 7 jours semaine. Là. C'est never ending comme job, là. Ça finit jamais. Puis il y a tellement un gros coût qui est mis là-dedans. En tout cas, ça me fait capoter. Moi, j'achète local juste pour ça, parce que je sais l'effort qu'ils mettent par rapport à peut-être des plus grosses compagnies un peu. Là. Mais ça, c'est une autre conversation. Là. Mais eux viennent chercher un bénéfice qui est vraiment différent que l'activité physique. Ils viennent chercher ce qu'on parlait au début. Ils viennent chercher le je bouge fucking 12 heures par jour, j'ai besoin de sortir de la ferme, faut que je me change les idées, j'ai besoin d'accomplir quelque chose d'autre. Parce que, tu sais, eux, c'est très touché entraîner un fermier dans sa saison parce qu'il bouge vraiment beaucoup. Fait qu'il faut pas que leur entraînement ait un trop gros coût de récupération. Fait que, tu sais, du crossfit, ça serait probablement la pire chose à leur faire parce que le coût de récupération est généralement assez haut. Fait que tu sais, il faut que tu t'organises pour que l'entraînement soit un peu plus énergisant, qu'il leur prenne de l'énergie, entre guillemets. Là. Puis il faut que tu leur donnes un sentiment d'accomplissement. Fait qu'il faut que je leur dise, OK, aujourd'hui, on fait ça, tel temps, telle heure, puis tu vises ça, puis tu essaies d'atteindre ta cible, mettons. Fait qu'eux, ils viennent chercher des bénéfices beaucoup plus mentaux que physiques à l'entraînement. Okay. Puis c'est ça qui est malade. C'est ça que les gens ne réalisent pas quand on parle d'entraînement, tu sais. Ça a tellement des bénéfices partout, sur toute sphère de ta vie, que parce que tu es quelqu'un d'awesome, si tu écoutes ça, tu es vraiment une bonne personne, on t'aime, tu t'aimes, tout le monde t'aime, tu devrais prendre le temps de bouger pour ton propre bien-être. Là. Tu devrais pas juste te comparer à genre le gars qui s'entraîne qui a des biceps gros comme ma tête. Là. C'est vraiment, vraiment important. Ce qui est awesome, j'aimerais ça avoir des gros biceps d'ailleurs. Mais ce que tu dis, c'est que ça prend pas un déclencheur externe pour commencer à faire quelque chose. Ça prend pas nécessairement un challenge 30 jours ou... C'est vraiment... C'est ça, c'est bizarre de tomber dans ces affaires-là parce que la majorité des gens, ont besoin de ça. Ils ont besoin d'une cible externe, ils ont besoin de quelque chose qui va les responsabiliser, qui va les tenir responsables à mettre le comportement en place. D'un point de vue purement psychologique, on s'entend, d'un point de vue logique, là, d'un point de vue science, je te dis non, man, tu peux commencer n'importe quand, tu devrais commencer n'importe quand, mais les gens souvent ont besoin la petite résolution. Ils ont besoin de quelque chose qui les amène, puis c'est awesome, sérieux. Là. Moi, que tu commences à t'entraîner à cause des résolutions, ou que tu commences à t'entraîner au mois de juillet, parce que souvent, le monde, c'est des tapes d'en face. Là. Souvent, c'est comme, oh fuck, quelqu'un dans ma famille vient de mourir à cause de sa mauvaise condition physique. Tu sais, c'est comme, je dois me prendre en main. Puis là, ils apprennent de ça, puis ils décollent, mais tant qu'ils n'ont pas un engagement personnel ou un engagement vraiment émotionnel via ça, souvent, c'est dur d'embarquer puis de le faire, tu sais. C'est un peu con d'essayer de convaincre les gens pourquoi tu devrais bouger. Tout le monde le sait que tu devrais bouger plus, c'est super important, mais il y a quand même un énorme gap entre ce que tu sais et ce que tu fais. Fait que c'est comment est-ce qu'on réduit ce gap-là pour la majorité des gens, tu sais. Puis y a-tu des manières qui ont un taux de succès à ta connaissance qui sont plus grands? Là, je te dirais, moi, je travaille beaucoup avec du monsieur madame tout le monde. Fait que la première affaire que je pense qui est importante pour eux, c'est de pas tomber dans le foutu tout ou rien. Tu sais, on en parlait tantôt. Là. Tu sais, si je suis pas capable d'aller m'entraîner 5 fois semaine, 2 heures par jour, j'irai pas. T'es comme, non, man, c'est absolument pas comme ça. Faut que tu le fasses. Tu sais, si tu pars de nulle part, de marcher 30 minutes 2 fois semaine, tu vas avoir des bénéfices phénoménaux avec ça. Puis on s'entend que, mettons qu'on le voit d'un point de vue, tu as une réserve de volonté, réserve de comportement que tu peux mettre en place. C'est vraiment moins drainant d'aller marcher 2 fois 30 minutes que de faire 6 heures de CrossFit dans une semaine. Tu sais. Mais c'est vraiment... C'est trouver qu'est-ce qui fait du sens pour toi. Ça, c'est important. Puis de ne pas attendre que les autres te disent. Il y a beaucoup de monde qui vont rentrer dans un gym parce qu'ils pensent que c'est ce qu'ils doivent faire pour se mettre en forme. Mais c'est juste que tu prends une méthode externe, tu la rentres pour toi, puis tu dis c'est la seule façon que je dois faire. Puis si tu détestes l'entraînement, ben dans 2 semaines, tu ne seras plus dans ton gym parce que tu haïs ça t'entraîner. Fait que c'est de trouver une méthode que... c'est de voir ces affaires-là beaucoup plus comme étant la science du changement, de la psychologie comportementale, que de voir ça comme étant de l'entraînement puis de l'activité physique. Fait que c'est si tu essaies de mettre un nouveau comportement en place,
par exemple, mettons que tu essaies d'arrêter de fumer, ton réflexe, ça sera probablement... Tu as certaines personnes qui le font parce qu'ils sont un peu plus intenses, là, mais ton premier réflexe, ça sera probablement pas de faire, je passe de 2 paquets de cigarettes à 0. Tu vas souffrir si tu fais ça. Ouais. Tu sais, fait que ce que tu vas faire, c'est que tu vas couper progressivement. Tu vas installer tranquillement le comportement que tu essaies de faire. Fait que là, tu vas remplacer ta cigarette après la bière par aller prendre une marche. Tu vas la remplacer par quelque chose, puis tu vas aller vraiment progressif parce que tu mets un comportement en place. Puis c'est ça le gros switch que les gens font pas. Les gens, quand ils embarquent tranquillement, ils voient ça sur bon, je commence à m'entraîner 5 fois semaine, go, je m'entraîne 0. Fait que je fais une amélioration de 500%, ce qui est une vitesse phénoménale, puis je m'attends à être capable de tenir ça. Au lieu de commencer vraiment progressif, puis la majorité des gens que moi je garde, là, puis continuent à s'entraîner après, c'est des gens que j'ai vus une fois semaine pendant au moins une couple de mois. Après ça, qui viennent 2. Après ça, qui viennent 3. Après ça, qui viennent 4. Mais tu t'es entraîné 2 fois semaine pendant 6 mois, là, tu vas avoir pas mal plus de résultats que le gars qui s'entraîne 5 fois semaine, 2 semaines. Ouais. Et c'est mieux que 0 fois pendant la majorité des années. La majorité des gens, ça n'a même pas à être si intense que ça. Alors, je commence, puis tu sais, en janvier, on le voit tout le temps. Moi, je trouve ça vraiment cool. Moi, je trouve ça vraiment cool de voir du monde qui rentre motivé, qui sont là. OK, go, je travaille dans un gym commercial. Là. Je travaille même pas dans un gym. Il y a beaucoup de monde qui pense que je travaille dans un gym de CrossFit, là, mais je travaille dans un gym commercial, puis le monde rentre, puis ils sont motivés, puis ils poussent, puis là, tu vois qu'ils sont un peu insécures, puis ils savent pas trop ce qu'ils font, mais ils essayent vraiment fort pareil. Puis ça, moi, ça me fait triper. Je trouve ça vraiment cool, sérieux, le monde qui font ça. Mais tu sais, tu pars de 0 à 5, tandis que 2, ça serait probablement la dose maximale pour toi en ce moment. T'sais, mettons qu'on voit un médicament, là. Ton médicament, si tu as mal à la tête, ça ne sera pas de prendre 8 pilules d'aspirine. Prendre, OK, le maximum est probablement à 2-3, right? Fait que tu vas en prendre 2-3, tu vas prendre la dose minimale. Tu ne prends pas le maximum tout de suite. Puis si ça te fait encore mal, mais là, tu vas monter. Mais quand on tombe en changement de comportement, en entraînement, en alimentation, c'est encore pire, c'est pourquoi est-ce qu'on le voit dans l'extrême tout le temps, tu sais? C'est mettre des petits comportements en place. T'as même pas besoin d'en faire 5. Probablement qu'en faire 2 ou 3, ça va être bien en masse. Puis si t'en fais 0, probablement que d'en faire 1, ça va être bien en masse, puis que tu vas avoir des super résultats avec ça pour commencer. Y aurait-tu une première étape? T'aurais-tu un guide un peu, la première chose, quelqu'un qui veut commencer? Parce que, tu sais, ici, chez Via Prévention, on travaille beaucoup avec des gens dans le transport, donc des gens qui sont... Statistiquement, on le voit, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'obésité, des problèmes d'apnée du sommeil, des problèmes de santé liés à l'obésité. Là. L'étape 1, ça serait quoi? Pour se mettre en forme, disons ça comme ça. On parle d'entraînement ou d'habitude de vie? Habitude de vie. Allons-y plus large. Habitude de vie, c'est de trouver... Il y a un principe de physique qui est vraiment simple, qui est... Ce qui est plus dur, c'est de vaincre l'accélération, tout le temps. Fait que si tu pousses, c'est de vaincre la gravité au départ, c'est d'initier un mouvement. Mettons, de là le nom de mon entreprise, Momentum HV, Momentum Habitude de vie, tu sais. L'idée, déclencher un comportement, c'est toujours la partie la plus dure. Fait que si le comportement que tu essaies de mettre en place n'existe pas, qui sort de mieux manger, mettons qu'on prend n'importe quel, le meilleur comportement que tu peux faire, c'est celui qui fait du sens pour toi. Fait que si c'est de bouger, si c'est ce qui de t'entraîner, ce qui est le plus accessible pour toi en ce moment, tu bouges. C'est la première étape. Puis après ça, tu développes ton comportement, tu progresses, puis après ça, tu en rajoutes un autre, puis après ça, tu en rajoutes un autre, puis après ça, tu progresses là-dedans. Fait que ça, c'est plate parce que c'est pas une réponse cannée, tu sais, c'est pas, mettons, le gym. Le gym direct en partant, puis ça serait donc bon pour moi de dire que c'est le gym parce que je suis entraîneur, tu sais. Mais si tu essaies d'aller vers ça, la première chose que je peux te conseiller, c'est peu importe ce que tu fais, man, c'est de progresser. Si tu es capable de progresser, tu t'en sors vraiment, vraiment hyper bien. Puis c'est d'y aller vraiment tranquillement puis d'en ajouter progressivement. Fait que c'est plus facile de commencer par ton alimentation. Pour toi en ce moment, commence par ton alimentation. Puis fais-le pas parfait. Ajoute une coupe de fruits, c'est ça, tu vas avoir des bénéfices, tu vas te sentir vraiment mieux, puis après ça, tu construis là-dessus, tu sais. D'expérience, je te dirais, puis là, on tombe avec un aspect qui est un peu plus pratique, je vais peut-être contredire un peu ce que j'ai dit. D'expérience en salle d'entraînement, je te dirais, moi, je vois beaucoup de bénéfices à partir par l'activité physique au début, puis après ça, d'ajouter l'alimentation plus que le contraire. Bien que, puis c'est mon expérience, j'ai pas la prétention de dire que ça marche pour d'autres personnes, là. Mais généralement, les gens vont bouger, puis après ça, ils vont commencer à faire un peu plus attention à leur alimentation parce qu'ils bougent. L'inverse, c'est peut-être vrai, mais je l'ai vu moins souvent. Puis c'est sûr que je suis kinésiologue, là, fait que je suis biaisé là-dedans. Là. Je dirais sérieusement, si vous pouvez juste retenir une chose de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, puis Dieu sait que je vais en dire des affaires, parce que j'ai tendance à partir un peu, c'est que t'as pas besoin de faire partie d'un élite de la société pour t'entraîner. C'est vraiment un privilège, c'est vraiment... Tu vas avoir des impacts hyper positifs, tu vas vivre mieux à le faire, peu importe ce que tu fais, si tu pars de rien, tu sais. Puis ça devrait être ça, ça devrait être je bouge parce que ça fait de moi une meilleure personne physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, whatever, là. Tu sais, tu devrais le faire parce que tu vas te sentir mieux, tu sais. Puis au début, ça va être hyper dur, man. Ça va être ridiculement difficile au début de commencer parce que t'es comme bon, je rentre, je sais pas vraiment ce que je fais. Tu sais, c'est de la merde, là. C'était quoi ton premier gym que tu t'es entraîné pour le fun? Ever,
je pense que c'était... Ah, puis ça va être... ça va pas m'aider, là. C'est quoi? C'était au cégep de Sherbrooke. Le cours... Ah, t'étais à Sherbrooke? Ah ouais, c'est mais intéressant je ça. viens des cantons de l'Est. Pour vrai? Ah ouais. Et c'était un cours, le dernier cours d'éducation physique au cégep qui s'appelait Initiation à la musculation. Oh, j'ai fait ça moi aussi, man. Ouais. Comment tu te sens quand tu rentres là-dedans? Tu te sens comme de la merde, là. T'es comme, bon, ben je suis pas très bon, je me suis jamais vraiment entraîné, il y a probablement Les gens dans le gym rient de moi parce que je me promène avec un cahier avec des petits squelettes qui font des mouvements. Je suis comme, ok, j'ai l'air d'un imbécile un peu. Et mon objectif d'aller là puis d'avoir pris ce cours-là, c'était d'avoir des plus gros bras pour un jour peut-être avoir des gros tatous sur les bras. Ça, c'est ton objectif pour vrai? Ouais, à 19 ans, c'était ça, là, à ce moment-là. On voit que ça n'a pas tant marché. Là. C'est l'évolution d'un gars qui s'entraîne. Au début, tu rentres parce que tu veux des gros bras. Après ça, tu tombes dans autre chose. Tu veux devenir plus fort, plus en santé. Puis quand tu reviens après une couple d'années, tu reviens juste. Je peux-tu avoir juste des gros bras finalement? Je peux juste revenir là-bas? Mais non. Ah non, ça. Puis... Mais je suis content parce qu'il y a plein de choses, tu sais, qu'on n'a pas fini, là, mais il y a plein de choses que tu as parlé jusqu'à maintenant que je me replace puis j'étais exactement là-dedans. Tu sais, j'ai fait ce cours-là au cégep puis après ça, ça s'est effondré puis je ne suis pas retourné dans une salle comme ça jusqu'à temps que j'ai un élément déclencheur qui fasse comme OK, ouais, c'est quand même le fun à se sentir bien physiquement, avoir une belle apparence et être bien dans ta tête. Puis moi, ça a été ma sœur qui est entrée en technique policière qui, là, se mettait en forme. Là, et c'est là qu'elle m'a initié, elle, au CrossFit en 2008. Puis depuis ce temps-là, ben j'ai toujours gardé ça, peut-être un peu avec des hauts et des bas, mais j'ai gardé l'activité physique quand même. La roue s'est jamais arrêtée. Exact, donc, parce que la roue a tourné. Parce que ta priorité au début, tu as réussi à trouver une façon pour toi qui fait de sens de tourner ta roue puis de te mettre en action. Monsieur, madame, tout le monde, c'est juste ça qu'il faut vous trouver. Ça ne doit pas être parfait, là. Tu sais, quand tu as commencé le CrossFit, tu ne dois pas y aller 6 fois semaine, là. Oui, mais ça aurait pas ouais, dû. t'as commencé à 6 fois. Non, man, c'est horrible, ça. C'est que, ouais, mais disons que... never ending pendant 2 mois, genre. J'ai fait ça aussi, là. Mais j'ai entendu parler de ça en 2008. J'étais allé l'essayer une fois. Concept équilibre à Sherbrooke. Oh, ok, ouais. Back in the days, ouais. Back in the days, quand c'était dans un genre de garage, là, c'était... La première fois que je suis rentré dans ce gym-là, ça a été mon premier clash avec des gars de CrossFit qui mettent des mots en français. Fait que tu sais, c'était les handstand push-ups, c'était des appuis tendus renversés. Des ATR. Des ATR. Je me souvenais de ça. Et on avait fait un workout, on était juste moi puis ma soeur parce qu'elle voulait c'était ma séance gratuite. Je pense que j'ai pas été capable de marcher pendant 6 jours après. J'ai fait OK. Quand j'aurai les moyens, je veux faire du CrossFit. Fait que de 2008 à 2012, j'étais comme, OK, là. Quand j'ai fini l'université, là j'y vais. Là, j'en fais. Et c'est vraiment... Moi, je suis très, très familier. J'aime pas ça dire ça parce que je pense que c'est retardé, mais je pense que j'ai été un des premiers, entre guillemets, professionnels de la santé. Puis, tu sais, je suis dans le podcast. Je suis dans quand même le monde du podcast. Fait qu'avec le retour, je vois les gars qui ont pris la parole là-dessus. Tu sais, rapidement, les gars qui ont... Mettons vraiment professionnels, qui ont pris le CrossFit de manière favorable. Steven Couture, entraîneur sportif, il était un des premiers à parler de ça. Tu as eu quelques physios, mais ça a été long avant que des physios embarquent et se publient concrètement. Au début, les entraîneurs de salle ne voulaient rien savoir de ça. C'était juste weird, c'était juste bizarre. Fait qu'encore là, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs. Ben là, c'est moins pire, mais au début, il n'y avait pas d'entraîneur de salle qui était ouvert là-dessus ou pas du tout. Ouais. Fait que tu sais, moi, c'est une méthode que je vois vraiment beaucoup d'un bon œil à cause que j'aime les communautés que ça apporte, comme ça. Puis tu sais, là, on tombe dans un autre aspect, mais la plus belle affaire du CrossFit, selon moi, c'est d'aller bouger avec tes chums au gym. Là. C'est qu'on ait donné un environnement dans lequel tu peux triper avec ton monde. Là. Ça, c'est addictif. Là. Ça, c'est fucking addictif. Là. Je pense que... Puis sur ce point-là, est-ce que tu pourrais nous décrire c'est quoi un peu les... Parce que le CrossFit, oui, c'est une marque qui c'est un nom, je pense que les gens entendent, des fois en sachant plus ou moins c'est quoi, mais je pense que les deux, on est assez vendus là-dessus, là, mais c'est que tu pourrais-tu expliquer, ça serait quoi les fondements de base d'un entraînement en CrossFit? Parce que je pense que ça peut mettre après ça des bonnes balises aux gens, savoir comment s'orienter vers un... Je m'attendais pas à définir le CrossFit aujourd'hui, c'est bon ça. Les bases de l'entraînement du CrossFit, c'est constamment varié, un entraînement constamment varié, fonctionnel, performé à haute intensité. Ça, c'est les 3 créneaux du CrossFit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu vas être à haute intensité, fait que tu vas travailler. L'intensité, c'est pas nécessairement dur à s'imaginer. C'est difficile, un entraînement difficile qui va jamais être pareil avec des mouvements fonctionnels. C'est ça l'idée. Fait que des mouvements qui vont se transférer un peu plus dans la vie de tous les jours. Le problème avec une définition comme ça, c'est que c'est très très large. Fait qu'à peu près tout ce que tu fais, si tu le varies pas mal, va devenir du CrossFit.
Puis tu peux varier à tous les jours, tu peux varier à tous les mois, ça devient une variation pareille, tu sais. Fait que le CrossFit, pour moi, c'est vraiment de l'entraînement athlétique. À la base, c'était de l'entraînement athlétique qui a été généralisé à la population plus générale. Mhm. À la base, c'est ça pour moi. Puis je pense qu'il y avait un gros gap. Si on recule, même avant, là, début des années... Ton mec CrossFit a été amené début des années 2000 officiellement, là. Tu sais, à la base, c'était tu t'entraînes en salle, tu fais 12 séries 15 sur des appareils ou tu cours sur route. Ouais. Il y avait comme pas vraiment d'entre-deux. Puis t'es comme... Pour la majorité des gens, ça leur convient pas tant parce que la majorité des gens vont trouver ça plate à mourir de faire 3 séries de 15. Même si ça pourrait avoir des bénéfices, clairement. Je sais pas que ça n'en a pas, mais ils vont trouver ça plate à mourir. Fait qu'à quoi discuter de les bienfaits du comportement si t'es pas capable de mettre le comportement en place, tu sais. Puis courir un peu, tu te caches un peu dans les deux extrêmes. Fait que t'es genre... Ouais. Ça a été la première méthode populiste, définitivement, explosant en population, à essayer de cibler les besoins du monsieur, madame, tout le monde. Fait que ça, j'ai trouvé ça très cool. Puis on pourrait tomber dans une conversation de si ça a bien été fait. Il y a beaucoup d'affaires qui ont été amenées qui n'étaient pas là. Mais overall, moi, je trouve qu'ils ont fait une sacrée belle job. Ils ont fait une sacrée belle job d'amener ça à du monsieur, madame, tout le monde, là. C'est venu un peu démocratiser, c'est ça, rendre accessible le fait de s'entraîner, de démocratiser la barbell. Là, Exact, la ouais. fameuse barre olympique. Là. Mais C'est c'est pour... Tu peux y toucher. Là. Exact. Même si tu fais pas du bench, là, elle peut te servir à faire des choses qui se rapprochent de ce que tu fais dans la vraie vie chez vous, dans ton sol. Là. C'est-à-dire, exemple, soulever des choses à partir du sol. Là. Ouais, c'est clair. T'sais, moi, je pense que pour la population générale, c'est définitivement une des meilleures méthodes d'entraînement qu'il pourrait avoir parce que c'est... Quand c'est bien fait, comme toute affaire dans la vie, là, c'est comme le CrossFit, c'est dangereux. Quand c'est mal fait, ouais, mais tout est dangereux quand c'est mal fait. Fait que quand c'est bien fait, moi je pense que c'est définitivement une des meilleures méthodes d'entraînement qu'il y a pour ces raisons-là, parce qu'il y a un désir de le transférer. Puis j'ai beaucoup d'amis qui évoluent dans le monde du bodybuilding, puis c'est un monde que personnellement j'aime beaucoup. L'intention n'est pas d'être hyper fonctionnel. L'intention est d'être un gros humain sec, cut, fucking développé, de subir une quasi-famine pour arriver dans un état qui est phénoménal. Là. Les gars sont tellement lean sur le steak, t'es un état de... C'est la chose la plus proche de la famine qui existe. Là, puis c'est malade parce que ça prend un niveau de... Faut que tu dédies ta vie à ça. Là. Fait que c'est vraiment cool ce que ça envoie. C'est une discipline, comme tous les sports demandent un gros coup. Mais l'intention du bodybuilding, c'est pas de forger des... C'est pas être en forme. C'est pas tant d'être en forme. T'auras pas pas le choix musclé. T'auras pas le choix de l'être si tu veux bien performer. Mais l'intention primaire, c'est pas d'être en forme. Le CrossFit, l'intention primaire, c'est de développer des humains. Fait que tu sais, là, on tombe dans une autre conversation qui est les CrossFit Games pis tout. Est-ce que c'est vraiment bénéfique? Mais la méthodologie CrossFit sert à rendre des humains meilleurs physiquement. C'est juste ça le point, tu sais. Puis ça, c'est dur d'être en désaccord avec ça, je pense. Là. Ouais. Je pense que c'est ça, de penser à des choses. Si je suis un chauffe des camions, mon but d'être vraiment découpé, je suis pas sûr que ce soit... si c'est l'objectif primaire, ben, tant mieux, mais si le fait de bouger me permet après ça d'avoir moins mal au dos quand je vais... Ça c'est définitif. Je vais jouer dans le jardin ou quand je vais jouer avec le petit dans la salle de jeu, me semble c'est si tu peux t'entraîner d'une façon à ce que les mouvements que tu apprends se reflètent dans le quotidien, je pense que c'est assez winner. C'est ça l'intérêt d'une méthode comme ça, je pense. Tu sais, t'as vraiment utilisé le bon terme tantôt, c'est que ça a démocratisé cet entraînement-là, qui était pas mal l'entraînement athlétique un peu au début. T'sais. Des anneaux de gymnastique, tu voyais pas ça dans des gyms conventionnels, mais tu voyais ça quand même dans des salles de préparation physique, là. Particulièrement qu'il y avait des gymnastes, évidemment, là. Mais tu voyais ça quand même pas mal. Là. Puis ça a pris ce type d'entraînement-là qui, à la base, sert à faire performer des gens dans des disciplines X, mais ça les a quand même à faire performer des gens. Puis ça l'a amené à du monsieur, madame, tout le monde. Fait que c'est ça l'intérêt d'une méthode comme ça, c'est comme le monde rentre, puis évidemment, le sport étant en train d'évoluer, les gars deviennent de plus en plus monstrueux en CrossFit. Puis c'est cool parce que c'est ça la performance d'élite. Là. Je veux dire, bonne chance, tu vas aller au CrossFit Games, tu squattes pas 500, puis tu te lèves pas proche 600. Puis t'es pas capable de faire au minimum 15-20 muscle-up unbroken. Il faut que tu sois une bête physique, mais ça, c'est de la performance physique. C'est des gens dédiés à ça, là, à l'atteinte de cet objectif-là. C'est le même problème qu'avec le bodybuilding. C'est le même problème que le bodybuilding. Si tu veux compétitionner à un haut niveau, il va falloir que tu mettes les efforts pour le faire. Puis c'est vraiment, vraiment important de ne pas se comparer à ça. C'est là que ça devient vraiment monstrueux. Quand tu rentres dans une salle... Puis le bodybuilding, principalement, puis le CrossFit sont deux sports accessibles.
sais, moi, je suis allé m'entraîner au DECA, puis Patrick Vellner était là, puis Samuel Cournoyer était là, puis nos gros athlètes sont là, tu sais. Fait que t'es vois physiquement, t'es vois performer, fait que tu peux faire une comparaison directe, tu sais. Même affaire avec le bodybuilding. Tu rentres au bodybuilding, dans une salle de bodybuilding conventionnelle, t'as probablement un énorme dude quelque part qui s'entraîne pour faire une compé. Dans le coin des miroirs, là. Mais ce qu'il y a ça, ouais, dans le coin des miroirs, mais tu sais, ce qui est vraiment cool. Mais on a tendance à se comparer automatiquement à ces gens-là. Tu sais, combien de personnes disent je veux pas ressembler à ce gars-là, je n'irai pas m'entraîner. Mais t'es comme, man, si tu commences à jouer au basketball, ta réaction, ça serait pas de faire hey, je me demande comment LeBron James aurait fait un matin. Tu sais, ça serait pas ça ta réaction. Là. Tu te compareras pas à l'élite de l'élite tout le temps. Là. Puis cette familiarité-là est un gros problème dans l'adoption du comportement, justement. Là. Parce OK, fine, tu restes collé sur Samuel Cournoyer, tu restes collé sur les gros gars de CrossFit, mais tu sais, tu seras pas ces gars-là, puis tu veux pas être ces gars-là de toute façon. Là, tu sais. J'ai juste la phrase de... souvent, ça va être plus au niveau des femmes, mais rentrer dans un gym, mais je veux commencer, mais je veux pas être trop musclé. Ah ouais, ça, on l'entend tout le temps. On l'entend tout le temps. Commence, puis mais que tu vois que ça devient hors de contrôle, là, tu la crottes. Tu vas avoir le temps probablement de le voir arriver. Là. Ça fait 10 ans que je suis entraîneur, OK? C'est tellement difficile de bâtir de la masse musculaire chez une femme. Là. OK, peut-être que tu vas avoir une coupe de gains quand tu vas commencer à t'entraîner, ça va rester hyper mineur. Mais c'est tellement difficile de se faire vraiment... De développer de la masse musculaire chez une femme, c'est horrible. Mais la majorité des femmes, je veux pas prendre la masse musculaire parce que je veux pas ressembler à une athlète d'élite en bodybuilding. C'est souvent ça la comparaison, je veux pas ressembler à elle. Le sport d'élite contient une quantité phénoménale, indépendamment du sport, contient une quantité phénoménale de drogues anabolisantes. C'est la réalité de la compétition. Si tu commences à t'entraîner, puis que tu commences à ressembler à une athlète de fitness, sans avoir pris tout ce qu'elle a pris, puis sans avoir tout structuré ta vie, tu vas venir avec moi en ce moment, on va aller à McGill, on va aller faire analyser ton métabolisme, on va faire analyser toutes tes affaires parce que tu es un monstre humain. Tu es un cas à part dans toute l'histoire de l'humanité. Là. Ça n'arrivera pas. Non, c'est sûr que... Les femmes doivent s'injecter une quantité épeurante de stock pour arriver là. T'sais. Ça t'arrivera pas. Ça t'arrivera pas. Tu développeras pas des biceps comme elles, tu développeras pas sa shape. Là. Particulièrement les femmes sont développées pour assurer la survie humaine. Jusqu'à un certain point, je veux dire, c'est fait pour porter nos enfants. Fait qu'atteindre un niveau de maigreur très, très, très prononcé chez une femme, c'est particulièrement difficile. Pour des raisons mathématiques, le déficit énergétique que tu fais est plus grand, est plus petit parce que tu as une moins grande dépense, évidemment, parce que tu as une moins grande composition qu'un homme, mais aussi qu'une femme, quand tu commences à fucker ses hormones, ça va pas descendre anormalement en bas son taux de gras, ça va avoir des répercussions chez l'homme aussi, là, mais chez la femme, ça va avoir des grosses répercussions sur ta santé qui sont très, très prononcées. Là. Tu te rendras pas là à moins d'être prête à hyper souffrir. Là. Fait que c'est super important de comprendre ça. Là. Tu peux pas juste te comparer à une athlète de fitness. C'est son choix ce qu'elle fait. C'est awesome. Elle compétit dans un niveau très content pour elle. Mais tu peux pas juste te comparer à ça en pensant que tu veux être ça. Là. Ou que tu veux pas être ça dans ce cas-ci. T'sais. Ça, c'est super important, je pense. Là. Comparé aux tricheurs, c'est pas nécessairement non. Ben, je sais pas, tricheur, c'est un mot qui est un peu c'est fort, mais si tu te compares à ceux qui sont hyper boostés, c'est peut-être pas un modèle qui est. Mais c'est que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas normalement qu'ils sont hyper boostés. T'sais. C'est une capsule que j'essaie de faire, man, depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que j'essaie de tourner une vidéo sur les anabolisants d'une quelconque manière, puis je suis juste pas capable de le faire. Parce que j'ai des amis qui en prennent, j'ai des clients qui en prennent. Fait que ça devient difficile de juste faire, écoutez. Puis c'est pas un problème. Puis c'est pas un problème tant que ça. Je veux dire, les gens commencent à prendre des anabolisants d'une quelconque manière, ça n'impacte pas tant d'autres personnes que eux. Il n'y a personne qui prend ça pour sa santé. Là. Tout le monde le sait que c'est très mauvais. Là. Les répercussions sont mauvaises pour eux. Ça ne change rien à ta vie, à toi. Le problème, fait que, ils se nuisent à eux. Ils choisissent de vivre leur vie d'une autre façon. C'est leur valeur. C'est pas à moi de juger ça. Ils choisissent de vivre leur vie d'une autre façon. Puis c'est pas un problème parce que ça ne change rien à ta vie. Sauf si tu commences à te comparer à ça. Là, ça change de quoi à ta vie? Parce que si tu passes ta vie à ouvrir ton Instagram, à te comparer à des athlètes boostés, en pensant qu'ils ne sont pas, tu vas vivre misérable longtemps parce que ça se peut que ta question de pourquoi moi je suis pas capable de ressembler à ça, ben tu connais pas l'élément manquant. Tu sais pas qui dédie leur vie à ça, que tu veux pas faire ça. Tu veux pas te comparer à une athlète de 17-18 ans qui passe sa vie à structurer ses petits repas. Tu as 3 enfants, il faut que tu les amènes à leur game de soccer. Tu peux pas être ça, même si tu veux. Ben tu peux, il va falloir que tu négliges des affaires qui sont très importantes pour toi. Tu sais. C'est ça, il y a des notions de priorité à un moment donné de ta vie sociale, ta vie familiale avant de... Puis quand on tombe dans une conversation d'anabolisant, si ta vie c'est ça, si ta vie c'est ta performance sur un stage, ta vie c'est ta performance là-dedans, je pense que c'est une autre discussion à savoir
je veux juste ressembler mieux au gym. Là. C'est pas la même affaire. Ces gens-là, c'est leur valeur de vie, là, la majorité du temps. Là. Tu te rendras pas sur un stage de bodybuilding à moins que tu sois prêt à dédier une énorme partie de ta vie à ça. Là. Ça va prendre le contrôle de ta vie. Je vais reprendre, tu l'as nommé tantôt, là, mais Samuel Cournoyer, je le connais bien. Ah ouais, moi je le connais pas, mais je le trouve awesome quand il s'entraîne. Là. Je le connais bien, puis tu sais, si quelqu'un décide, OK, avec ce qu'on parle dans le podcast aujourd'hui, je vais aller voir sur Instagram qu'est-ce qu'il a l'air ou qu'est-ce qu'il fait. Si tu te sers de lui comme modèle, faut que tu saches les sacrifices qu'il a fait puis les changements dans sa vie qu'il a apporté, parce que pour un gars là, il doit avoir autour de 24-25, ouais, 22, 23, mais il a spoté qu'il y avait un talent dans ce sport-là, mais sa vie a changé dans les dernières années. Si je me trompe pas, il travaillait sa construction. Moi, quand je l'ai connu, il y a 3-4 ans, il travaillait sa construction, il s'entraînait fort, il habitait sa rive sud, là, je pense qu'il habite sa rive nord, donc il a déménagé pour s'entraîner, pour être plus proche de Michel. Si je me trompe pas, de décoller proche de Michel en général. Mais c'est quelqu'un qui est extrême dans sa... Mais il est all-in. Il est all-in, c'est ça, exactement. S'il veut le faire, il n'y a pas le choix d'être all-in. Mais là, le problème, c'est... Puis là, c'est une autre conversation, malheureusement. Là. Mais tu sais, nos athlètes d'élite nous inspirent. Puis ça, c'est un gros problème qui a été switché avec CrossFit jusqu'à un certain point. Parce que là, on n'a plus nos dieux, on n'a plus nos images, on n'a plus les games, on a moins ça. Ça a été moins mis de l'avant. Puis ça, je pense que ça a amené beaucoup de monde dans la discipline. Ça le met le focus sur la mauvaise place parce que le CrossFit devrait être un sport de santé, ça devrait être un développement personnel. Mais tu sais, ça nous amène du monde. Mais tu sais, si tu vas parler, je connais pas, là, mais tu vas parler à Samuel, tu vas parler à n'importe quel Samuel Cournoyer, tu vas parler à n'importe quel athlète, il veut pas que tu fasses comme lui, là. Il veut pas que tu fasses comme lui, là. Tu sais, il sait que tu dois pas faire comme lui, là. Mais les gens se comparent pareil à ça, puis s'en servent comme raison de « Ah, je ressemblerai jamais à ça, je peux pas m'entraîner. » Mais t'es comme « Mais tu veux pas ressembler à ça anyway, là. Si tu connaissais le sacrifice, si tu connaissais tout ce qu'il y a en arrière, tu voudrais pas faire ça, là. Puis c'est correct. Puis c'est awesome, parce que t'as pas à le faire. T'as pas à le faire pour aller chercher les bénéfices de ça. Ouais, c'est beaucoup plus accessible que les gens pensent que c'est. Puis à te comparer avec l'élite tout le temps, la seule affaire que tu vas faire, c'est te rendre misérable. Est-ce qu'on a besoin d'un coach pour faire ça? Ou ça peut se faire tout seul? Ah! Hey, moi, Dieu, c'est horrible comme question. Si j'écoute, admettons, un vidéo de motivation là, de Jocko Willink là, sur YouTube là, qui me dit « T'as pas d'excuses, fais-les. » Est-ce que ça peut être mon encadrement suffisant ou j'ai besoin de quelqu'un qui m'observe, voir est-ce que je fais les mouvements comme il faut ou est-ce que... Comment tu vois le coaching à travers tout ça? Moi, je travaille avec un modèle de personnalité qui s'appelle le Four Tendencies, qui n'est pas un modèle parfait. Okay? C'est vraiment pas parfait, c'est pas religieux, puis c'est le même problème avec tous les problèmes de personnalité, c'est quand tu commences à appliquer le modèle parfaitement, c'est pas ça. Là. Moi, j'ai un modèle de personnalité avec lequel je travaille qui classe les gens en 4 catégories. Il va classer les gens selon le niveau d'indépendance qu'ils ont. Le niveau de dépendance plus qu'ils ont besoin via l'adoption d'un comportement. Okay. Fait que t'en as qui ont besoin, ils veulent pas se faire dire quoi faire. Ils veulent apprendre par eux, ils veulent mettre, puis ils vont commencer un comportement lorsque eux vont être prêts. Okay? Ces gens-là, peut-être que ça fait du sens d'aller taper des vidéos de motivation, d'embarquer sur des trucs, puis après ça, de faire tous tes trucs de ton côté, puis d'apprendre par toi-même, parce que si quelqu'un te le dit, tu le feras pas parce que ça va te faire chier. Fait que là, peut-être. Ceci étant dit, mais ça dépend de la personne. Je te dirais, ces gens-là forment une minorité. Okay. Fait que si on parle en termes de statistiques, pour la grande majorité des gens, ouais, là, tu serais mieux d'aller voir un coach. Puis le monde pense que tu vas aller voir un coach, tu vas rester là toute ta vie, puis tu vas être pogné à 3 fois semaine. Là. Juste aller te prendre une couple de séances avec un coach, revoir les mouvements de base, juste augmenter ta confiance, prendre l'habitude de créer le comportement, parce que là, tu as une charge externe, tu as une responsabilité externe via une autre personne que tu prends un rendez-vous. Juste d'avoir ça, je pense que pour la majorité des gens, ouais, ça met définitivement le focus en même place. C'est pas obligé d'être un coach. Ça peut être un ami qui s'entraîne, ça peut être quelque chose d'autre qui te rend responsable, un cours de groupe, où est-ce que tu as quand même un certain contrôle. Mais je te dirais la majorité des gens, selon moi, là on parle plus de salle d'entraînement, I guess, là? Ouais. En termes de salle d'entraînement, la majorité des gens bénéficieraient d'avoir plus de coachs. Okay. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Est-ce que tu peux avoir des résultats pareils à le faire? Probablement, ça se peut. Mais si tu peux te le permettre, je pense que c'est définitivement... Il y a un facteur de coût, évidemment. Là, ça coûte de quoi avoir un coach. Là. Mais je pense que c'est définitivement un gros plus. Là. De ne pas avoir peur d'aller avec quelqu'un qui va être là pour t'aider. Parce que ma job ou la job de n'importe quel coach, c'est d'aider la personne. Là. On n'est pas là pour rire de toi, rire du fait que tu n'es pas en forme. On est là pour essayer de t'aider à aller vers tes objectifs. Puis...
les coachs en général sont coachs parce qu'ils ont un désir profond d'aider l'humain. Tu deviendras pas. C'est très très dur d'être coach de manière professionnelle. Tu as plein de contraintes, tu as plein d'affaires. Fait que les gens qui sont là parce qu'ils tiennent à aider la personne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que souvent, tu devrais laisser ces personnes-là t'aider si tu peux te le permettre, évidemment. Je comprends que tu peux pas tout le temps te permettre. Je comprends qu'il y a des gens qui ont de la misère à mettre des comportements en place avec un coach, qui vont mieux préférer apprendre par eux-mêmes. C'est ça, t'es bien correct, c'est bien parfait. Mais je pense que c'est d'investissement. Ça peut être un hack, là. Ça peut être un hack de... J'avais une métaphore tantôt dans l'auto que j'ai oublié, que je me rappelle pas c'est quoi à quoi je pensais. Mais tu sais, tu voudrais apprendre à faire n'importe quoi, là, mettons, on va rester dans le domaine de la mécanique, là. En fait, on va rester dans ton domaine, on va rester dans les gars qui écoutent, qui sont probablement des camionneurs ou des gars qui chauffent des trucks, là. Je viens de la Beauce, je viens de région, fait que je connais quand même pas mal de monde qui sont comme ça aussi, là, puis leurs skills de conduite sont phénoménales, là. Écoute, c'est n'importe quoi, là. Les gars sont vraiment, vraiment efficaces pour conduire des grosses affaires. C'est leur nature, ils sont tellement habitués à faire ça, tu sais. Moi, je suis vraiment pas bon pour faire ça. Je suis à chier pour conduire mon auto, tu sais, puis conduire des grosses affaires, puis je conduis un pick-up, puis j'ai peur parce que je chauffe une petite Matrix, tu sais. Si jamais je voudrais apprendre à faire des trucs comme ça, est-ce que ce serait plus logique d'embarquer dans un pick-up par moi-même, puis après ça de sauter sur l'autoroute? Je vais peut-être apprendre. Ça se peut que j'accroche une coupe de char au passage, puis que je sous-estime la grandeur des miroirs au bord, puis même des affaires, tu sais. Fait que pour m'éviter des problèmes, je serais probablement mieux d'aller vers un trucker ou quelqu'un qui a déjà conduit ça, juste pour qu'il me montre certaines bases, tu sais. Je veux pas que ça soit dans mon char avec moi pour le reste de ma vie. Mais tu sais, il y a peut-être 2-3 erreurs communes que je peux éviter pour m'assurer de meilleure progression. Fait que je suis coach, puis je serais pas coach si je pense pas que le service a une grosse valeur, tu sais. Mais oui, définitivement, ça vaut la peine des fois de se faire encadrer et se faire coacher. Puis c'est un des bons côtés du CrossFit. C'est un des gros côtés du CrossFit. T'arrives, il y a un coach. Ton coach, l'attention du coach est divisée par le nombre de personnes, ce qui n'est pas optimal, mais tu as quand même un certain suivi. Fait que là, des gens qui ont besoin de suivi, mais qui n'ont peut-être pas besoin d'avoir quelqu'un tout le temps à côté d'eux, là, c'est une alternative bien intéressante, même affaire avec les autres cours de groupe, tu sais. Des entraînements à la maison à ce moment-là, tu sais, la mode des DVD, Insanity, est-ce que c'est une option qui est envisageable pour des gens qui, disons, qui travaillent 60 heures semaine sur la route, qui ça leur tente pas nécessairement de sortir dans un gym? Y a-tu des options qui demandent moins de matériel, pas d'abonnement? Si t'en fais pas du tout, peu importe ce que tu fais, ça va être parfait. Okay. Ça va être parfait. Fait que si tu passes de 0 à rien, à une fois un DVD de Jimmy Simi, whatever par semaine, c'est clair. Cardio Thai Box. Ouais, mais n'importe quoi, c'est clair. Tu vas aller chercher ce que tu devrais faire, qui est bouger pour ton propre bien-être. Tu fais ça, all good, man. Ça va pas être parfait. Tu n'as pas à faire des muscle-ups sur un ring en feu pendant que tu as une coupe d'Amérindiens sur des tambours. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de bouger pour ton propre bien-être. Fait que si c'est d'écouter une cassette d'Insanity, all good. Ben parfait. La seule affaire que j'aurais à rajouter là-dessus, c'est que tu as beaucoup de personnes qui vont rester sur des DVD parce qu'ils ont peur de rentrer en salle d'entraînement. Parce qu'ils veulent pas aller dans la salle d'entraînement ou qu'ils sont pas à l'aise dans la salle d'entraînement. Si tu l'as essayé, tu n'es pas bien là-dedans, mais tu as essayé, all good. Si tu n'as jamais essayé, sois pas occupé à te créer des fantômes puis à te créer des peurs de genre « Ah mon Dieu, qu'est-ce que le gros gars du gym à côté va dire de moi? Il va voir que je... » La majorité des gros gars qui ont de l'expérience dans cet entraînement sont bien contents de te voir parce que tu essayes vraiment fort. Ils ne te jugeront pas. Il y en a probablement quelques-uns qui vont aller vers toi pour t'aider, à moins qu'ils s'entraînent vraiment dans un gym plus individuel, là, mais ils vont probablement venir vers toi, ils vont t'aider, tu vas avoir des conseils du monde. Ils vont être contents de te voir. Okay? Fait que, essaie pas juste de te bâtir un scénario à écouter des DVD dans ton sol puis à manquer de la salle d'entraînement parce que tu penses des affaires qui sont nécessairement pas vraies. Puis worst case scénario, tu y vas une fois, tu te rends compte que tu détestes ça puis tu y retournes plus jamais. Fait que le trade-off, mais ça se peut que tu restes accroché puis que ça ait un shit ton de peut-être que ça ait beaucoup de bénéfices très 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 positifs sur ta vie pour le futur, tu sais. Fait que c'est un risque qui vaut la peine, je pense, là. Fait que oui, ça peut marcher, tout peut marcher. Ça n'a pas à être parfait. Un petit peu de quelque chose, peu importe c'est quoi, en entraînement, c'est mieux que beaucoup de rien. À moins que ce soit vraiment dangereux et pas spécifique à des objectifs, là. Mais si tu bouges pas pantoute, là, peu importe ce que tu fais, man, high five, good job, je suis fier de toi, tu fais vraiment bien ça. Puis c'est ça que les gens qui écoutent, je pense, devraient garder en tête plus que est-ce que je devrais m'entraîner 5 fois semaine? Tu sais, quand le monde vient me voir, il me pose des questions sur les exercices. Mais bro, tu t'entraînes pas. On peut juste commencer à s'entraîner? Parce qu'à l'étape où tu es, peu importe ce que tu fais, tu vas avoir des résultats. Puis après ça, on optimisera la roue. Mais une fois que tu as vaincu l'inertie, une fois que tu as vaincu le bout le plus difficile, une fois que le comportement est en cours, puis que tu as pris au moins 1 mois ou 2 juste pour stabiliser ton comportement, là, on améliorera le comportement. Mais si le comportement n'existe pas, ça ne sert à rien d'essayer d'optimiser le comportement, tu sais. Puis il y en a qui commencent à s'entraîner avec des cassettes, des DVD. Awesome! Ben cool! Puis après ça, qui transfèrent vers autre chose. Mais ils ont vaincu l'inertie, ils ont fait le premier pas qu'ils ont à faire.
Puis c'est la même affaire en entraînement et en alimentation, tu sais. Je pense. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, c'est que j'essaie de... Toutes les méthodes sont bonnes, il n'y a pas de meilleure méthode. C'est ça, hein, je pense à... tu sais, soulever... Tu sais, je pense que, comme tu disais au début, le corps est fait pour bouger. Tu sais, fais quelque chose qui le fait bouger. Là. Commence par ça, là, marcher plus souvent. Tu sais, au lieu de prendre ton char pour aller à la malle, fais-le à pied. Puis il y a beaucoup de monde qui prennent pas le temps tu d'y mettre, ces affaires-là, mais une fois que tu as pris le temps de faire ça, ça devient quasiment addictif. Là. Tantôt, je suis venu ici, puis la seule raison pour laquelle j'ai pas fait, c'est que je connaissais pas ton parking en bas. Okay. Mais j'ai failli aller me parquer dans un centre d'achat et m'emmener ici en skateboard. Juste pour le trip de bouger. J'aurais perdu 10 minutes, là, il s'est rien passé, mais j'aurais bougé un petit peu, tu sais. Fait que les gens, souvent, sont tellement focusés sur leur habitude qu'ils oublient de voir que ces trucs-là viennent vraiment le fun à m'amener. C'est juste de bouger, puis une fois que tu as vaincu la première étape, qui est la peur, mais là, tu restes accro au sentiment de bien-être, puis tu restes accro à ces affaires-là, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment important d'aller vers ça, je pense. Puis, tant et aussi longtemps que tu vas le voir comme un entraînement au lieu d'un comportement, je pense que tu vas te tirer une balle dans le pied. Si tu le vois, à moins que tu sois un athlète ou à moins que tu sois quelque chose comme ça, à moins que tu vois, mettons, quel est le meilleur entraînement, si tu le fais pas, on s'en fout. Fait que la question, ça devient, c'est quoi l'entraînement que tu as le plus de chances de faire? Puis après ça, on optimisera l'entraînement. T'sais. Si c'est des cassettes, all good, c'est des cassettes. C'est la salle d'entraînement, all good, c'est la salle d'entraînement. Si c'est aller jouer au hockey dans une ligue de garage, ben, la majorité des gens ont besoin d'être plus actifs. Ils n'ont pas besoin de s'entraîner. Puis je pense que tu devrais quand même essayer de t'entraîner. Je pense que les gens jugent beaucoup ça. Là. Mais tu sais, si tu bouges, peu importe ce que tu fais, high five, good job, tout est beau. Il n'y a pas nécessairement de problème. Là. Puis c'est vraiment important de le voir. Là. En terminant, t'aurais-tu un genre de top 3 des questions à se poser, mettons, pour prendre sa décision. Là, un genre de les cues importants à savoir là, pour quelqu'un qui veut s'entraîner dans une salle. Mettons, choisir la bonne, le bon gym ou le bon coach. Y a-tu des questions éclairs là, qui te viennent en tête? Pense à ça. La première, c'est de limiter le plus possible les contraintes au comportement. Fait que si tu veux commencer à t'entraîner en salle d'entraînement ou tu veux commencer à pratiquer du hockey, prends pas une salle d'entraînement qui est à 45 minutes. Parce que les chances que tu fasses « Ah man, ça me tente pas » sont assez grandes. Fait que tu veux rendre le comportement le plus fluide possible. Fait que j'ai un exemple, mettons, tu finis de travailler, tu passes en auto devant ton gym. Si tu passes devant puis tu y vas pas, tu vas probablement te sentir un petit peu mal de pas y aller. T'sais. Fait que tu veux être sur le chemin. Tu veux que ce soit facile pour toi de mettre le comportement en place. Fait que tu veux éliminer toute source. Éliminer ou réduire, mettons, parce que c'est souvent assez difficile d'éliminer, là, mais tu veux réduire le plus possible les sources de friction face au comportement. Tu veux que ça coule le plus vite possible. Fait que la distance géographique peut être un problème. Ta vision de la chose peut être un énorme problème. Si tu dis « Ah, l'entraînement, c'est de la merde, moi, je ferai pas ça, je veux pas ressembler à ça », tu n'iras jamais t'entraîner, man. Parce que tu te sens obligé d'y aller. Ouais, c'est ça. Puis ça serait peut-être une autre affaire, mais tu sais, laisse pas ta vision de la salle d'entraînement t'empêcher d'aller chercher les bénéfices. Ça, c'est important. Ton mindset via ça. Tu devrais bouger parce que tu as le droit de le faire, parce que tu devrais le faire, sérieux. Une fois que tu vas commencer à le faire, peu importe la façon, une fois que tu vas retrouver la façon de le faire et de le soutenir dans le temps, tu ne devras plus jamais retourner en arrière. Là. Le problème, c'est que les gens partent avec des affaires. Ce serait peut-être ça la troisième affaire, c'est d'y aller progressif. Puis c'est le conseil le plus générique que tu peux donner à tout le monde, puis il n'y a personne qui écoute parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'y aller intense aussi. Il y a des gens qui ont besoin de partir à 5 fois semaine. Mais tu sais, burn out pas. Là. Passe slow, vas-y une fois semaine. Parce que si tu passes 5 fois, on parlait de j'ai fait ma métaphore tantôt du coup en termes de volonté, tu vas vider ta réserve de volonté très rapidement si tu pars à 5 fois semaine. Tu pars une fois, mais ça t'en prend un petit peu. Puis quand tu reviens la semaine d'après, tu as rempli ta réserve de volonté. Fait un petit peu, c'est mieux que beaucoup de rien. Progrès, peu importe ce que tu fais, essaie de progresser. Puis limite le plus possible les contraintes à l'environnement. Ça serait vraiment ça, je te dirais. Là. Puis peut-être le pouvoir d'une responsabilisation externe, d'avoir quelque chose qui te tient responsable envers ça, que ce soit un ami, une famille, un cours de groupe, ou d'avoir un rendez-vous, ou d'avoir... Ça peut être un engagement externe, là, ça peut être un pari avec un ami, whatever, mais juste ta priorité pour la grande majorité des gens, c'est de mettre le comportement en place. Puis je pense que ça devrait être vu de cette façon-là. Là. Ça devrait vraiment être qu'est-ce qui peut me faire avancer. Puis trouve ce qui peut te faire avancer, puis une fois que tu vas l'avoir fait, tu vas probablement être en meilleure santé pour ton travail, pour tout, là, sérieusement, c'est un... Là, j'étais dramatique un peu au début, puis je suis quand même assez drama queen en général dans la vie, mais tu sais, c'est un problème phénoménal de l'humanité, c'est le fait qu'on est de moins en moins actif. Fait que, ouais, ça a un effet, on a parlé en termes de santé mentale, ça a un effet physiquement. La sédentarité est une cause de mortalité très, très, très grande, là.
indépendamment du poids, même si c'est pas totalement indépendant. Fait que c'est un peu biaisé de dire que c'est indépendant. Là. Mettons qu'on prend juste le fait que tu es inactif dans une journée, évidemment, ça a des répercussions sur ton poids, mais mettons qu'on tasse ça, puis on fait juste ça, ça, c'est une cause de mortalité phénoménale chez l'être humain. Là. Fait que si un problème, ça doit être attaqué. Puis une fois que tu vas commencer à l'attaquer, tu vas te sentir mieux tant que tu le fasses pas parfaitement, puis que tu focuses sur le faire pour les bonnes raisons. Fait que de te demander pourquoi tu le fais, puis d'essayer de connecter tout le temps avec la raison pour laquelle tu le fais. Parce que si tu le fais pour vivre mieux, probablement que tu passeras pas ta journée à te comparer au gars qui a des gros fucking biceps dans le gym, parce que ce gars-là, il le fait pas pour vivre mieux. Fait que c'est de rester connecté avec ta raison, je pense. Là. Alright, je pense qu'il n'y a pas de meilleure conclusion. Ben merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Alexandre, merci beaucoup d'être venu. Si les gens veulent te rejoindre, c'est quoi le meilleur moyen? Facebook, Instagram, Momentum HV. Sinon, Alexandre... Non, Facebook, Instagram, Momentum HV, Momentum Show, le podcast. Il y a une grosse différence. Sinon, j'offre du suivi en ligne aussi, que les gens peuvent m'écrire sur mes pages Facebook, Instagram pour ça. Vous avez envie d'avoir un coach à distance, c'est un service que j'offre beaucoup. Pour, entre autres, des raisons de responsabilisation, comme on avait parlé, puis pour limiter le plus possible la contrainte au comportement, justement. Sinon, c'est pas mal ça. Momentum Show serait iTunes, Podbean, puis... Écoutez ça, c'est vraiment bon. Merci, j'apprécie énormément. C'est vraiment le fun d'avoir des gens de rencontrer des... Tu sais, peut-être en tant que podcaster, là, c'est vraiment tannant quand... Ben, c'est pas tannant, mais tu sais, c'est le fun quand tu rencontres des personnes qui disent « Hey, j'écoute le podcast ». Parce que quand tu uploads ton affaire, tu vois juste un chiffre. Ouais. Fait que c'est dur de faire genre « Ok, il y a des gens réellement qui écoutent ». Fait que c'est vraiment nice quand tu rencontres des gens qui écoutent le podcast. Quelqu'un qui écrit, dit « C'est bon », là, t'es comme « Oh my God, je savais. » Ouais. On fait ça, en tout cas... Je pense parce que les sujets sont intéressants. Je pense qu'on veut diffuser des bonnes nouvelles ou au moins de l'information qui est pertinente. Ouais. Tant mieux si les gens se l'accaparent. Mais toi aussi, c'est vraiment cool ce que tu fais là, avec la population à laquelle tu travailles. Je pense qu'il y a un désir vraiment nice d'aider. Là. Ça, c'est vraiment cool, sérieusement. Tu vas chercher une population cible, je pense qu'ils en ont besoin. Puis c'est très, très cool ce que tu fais. Je respecte beaucoup ça. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. De mon côté, les petites plugs... allez liker la page Facebook de Via Prévention. Les vidéos, le podcast est aussi en ligne sur YouTube, sur le channel de Via Prévention. Vous pouvez nous retrouver aussi en format balado sur vos téléphones, donc sur iTunes, balado prévention. On est sur Google Play aussi. Et n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires et des suggestions d'invités s'il y en a qui vous viennent en tête. Sur ce, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté jusque-là et à la prochaine. Merci beaucoup.